c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ce matin en si grand nombre. Merci d'être là. À tous ceux de l'équipe, de nos équipes pays qui sont présents, notre présidente du CA, Delia Cristea, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à notre mission de près ou de loin. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Comme vous le savez, Avocats sans frontières, c'est une organisation qui mise sur les droits humains, qui veille à la mise en œuvre des droits humains euh, pour les personnes en situation de vulnérabilité, pour renforcer leur accès à la justice et à la représentation juridique notamment. On est fiers de cette mission. On adopte une approche d'appropriation par le droit. Avocats sans frontières, c'est 23 ans d'existence. C'est une belle maturité. C'est une organisation que je viens de joindre, que j'ai joint en mars. Je peux dire avec fierté que c'est une organisation qui est solide, qui est rigoureuse dans son approche aussi aux droits humains. Une organisation aussi qui peut être fière de l'impact et des résultats qu'elle a pour les personnes qu'on vise à appuyer, c'est-à-dire des personnes en situation de vulnérabilité, des femmes victimes de violences basées sur le genre, des enfants victimes d'exploitation, des communautés autochtones marginalisées, des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Donc, vraiment, une mission qui, dans le contexte actuel, vous n'en douterez pas, trouve toute sa pertinence. Quand on regarde le contexte actuel, on s'aperçoit bien que on vit dans un monde qui est quand même assez, qui appelle à une action renforcée pour les droits humains, un monde où il y a une multiplicité d'acteurs, une complexité accrue, beaucoup d'imprévisibilité, de volatilité, un monde qui est polarisé, un monde qui est marqué par les crises, où on observe un déclin démocratique, une remise en question des institutions de droit international, de rareté de ressources, de crise climatique, d'enjeux migratoires. Dans toute cette architecture-là et ce contexte-là, nous trouvons que notre mandat est de plus en plus est pertinent, que notre rôle vraiment est essentiel. Et pour tous ceux et celles qui s'intéressent à notre mandat ou qui sont inquiets ou se sentent impuissants dans ce contexte global, nous croyons que le meilleur antidote, c'est vraiment de se joindre dans notre mission et d'agir et de passer à l'action. Donc, sur ce petit mot d'intro, on ira plus tard sur nos résultats pour l'année que nous couvrons aujourd'hui dans l'Assemblée générale annuelle. Je passe tout de suite la parole à notre présidente de CA pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour et à la suite de l'Assemblée. Bonjour tout le monde. C'est difficile de suivre ça, c'est sûr. J'ai l'honneur de prendre la partie fermée. C'est beaucoup moins le fan que le discours de Véronique. C'est très bien de vous voir un grand nombre. C'est notre, disons, célébration chaque année de vous voir virtuellement. Ça fait chaud au cœur. Maintenant, j'ai passé quand même à la partie formelle de l'Assemblée générale. Euh, vous avez sur l'écran l'ordre du jour euh, de l'Assemblée en espagnol et français. Ça a été aussi ça a été aussi a été rendu disponible sur le site de l'événement. Je voulais voir s'il y a des questions du public. Et aussi vous voyez aussi l'ordre du jour et les liens dans le chat de la réunion. On va voir s'il y a des commentaires ou des questions. OK. Euh, on va alors passer à l'adoption de l'ordre du jour. Comme d'habitude, comme vous savez, dans le passé, afin de rendre la partie formelle plus efficace, euh, on fait l'adoption des documents par consentement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de questions, de commentaires, on considère le document ou la résolution adoptée. Bien sûr, s'il y a des commentaires, des questions, on va faire une pause, on va discuter. Aussi, juste euh, pour ceux qui sont plutôt nouveaux à notre réunion,
Pour votre information, selon nos règlements, seules les personnes qui sont membres de l'organisation ont le droit de voter dans l'Assemblée. Donc, si jamais vous avez un commentaire ou une question, une objection, s'il vous plaît, vous nommez. Vous pouvez le faire par l'entremise du chat. Ça va être plus efficace comme ça. OK. Donc, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non? Ceci étant dit, on va considérer l'ordre du jour approuvé. La révision du procès-verbal de l'AGA tenue le 28 septembre 2023. Donc, le procès-verbal de notre réunion de l'Assemblée générale de l'année passée. Encore une fois, vous l'avez vu, vous l'avez vu dans le lien pour l'événement. Vous avez le lien toujours aussi dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Dans une minute. OK. Merci. Donc, on va considérer le procès-verbal pour la réunion de 2023 adopté. J'ai maintenant passé la parole à M. Luximard pour présentation des états financiers de l'organisation. Merci. Ça me fait plaisir de vous présenter nos résultats financiers, vous présenter sommairement nos résultats financiers pour l'exercice terminant le 31 mars 2024. Au niveau de l'état des résultats, notre chiffre d'affaires est de 18 344 518, ce qui représente quand même une augmentation de 6,9 par rapport à l'exercice précédent. Au niveau des charges, sont de 18 359 150. Et pour l'excédent ou l'insuffisance sur les produits et les charges, la légère insuffisance est de 14 632 pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024. Je vais passer maintenant au bilan. Au niveau du bilan, le bilan est de 5 402 510. Puis vous avez le passif qui est égal à 5 402 510. Les vérificateurs, Mallette a fait la procédé à l'audit de nos états financiers au 31 mars. Ils ont émis un rapport sans réserve, comme l'an passé. Donc, nos états financiers présentent la situation fidèle qu'on avait présentée. Ils ont été déposés au comité des finances, puis ont été déposés après ça au conseil d'administration cette semaine pour acceptation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur nos résultats financiers? Je ne pense pas qu'il y a des questions, Luc. Non. Merci. Merci, Luc. Oui. On doit maintenant passer à l'adoption par résolution des états financiers audités pour la période 2023-2024, audités par le cabinet Mallette. Donc, étant donné qu'il n'y a pas des questions, des commentaires, je regarde aussi le clavardage. On peut considérer la résolution adoptée. L'autre partie qui est bilan financière aussi de l'ordre du jour a fait avec la question de la nomination des auditeurs. Comme vous savez, depuis des années, le cabinet Mallet est notre auditeur, mais chaque année, c'est l'obligation de l'Assemblée de donner le droit au conseil d'administration d'approuver en effet le choix d'auditeur. Comme dans le passé, on demande l'approbation de l'Assemblée
à une résolution pour donner le pouvoir au conseil d'administration de décider de la nomination des auditeurs. Donc, de choisir l'auditeur eux-mêmes afin d'avoir la meilleure proposition. Ceci étant dit, Mallette a été notre auditeur pendant 4 ans, donc on va parler avec Malène, mais comme d'habitude, on essaie d'avoir la meilleure proposition, donc on voit d'autres cabinets aussi en même temps. Donc, je propose une résolution de faire auditer nos états financiers pour 24-25 et de donner le droit au conseil d'administration de choisir le cabinet d'audit afin d'avoir la meilleure proposition à cet égard. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? OK. Voilà. On vous dit dans le clavardage aussi, n'hésitez pas à poser des questions à tout moment dans le clavardage, même plus tard, même si je suis en train de parler, sentez-vous à l'aise d'utiliser le clavardage pour poser toutes questions. On est là pour vous. Alors, on va considérer la résolution pour la nomination d'auditeur 24-25 approuvée. Puis maintenant, on est rendu au point de l'élection des administrateurs. J'ai passé la parole à Véronique. Oui, merci beaucoup, Délia. Oui, c'est le moment là, de passer à la nomination des candidats au conseil d'administration. Je vais les nommer un par un. Je vous demanderai, s'il vous plaît, aux candidats là, d'ouvrir votre caméra et de faire un signe de la main là, pour vous identifier au fur et à mesure que je vous présente. Donc, en premier lieu, Pierre-Marc Bellavance. Bonjour, Pierre-Marc. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci. Pierre Brun. Je ne sais pas si Pierre sera parmi nous parce qu'il est hors du pays et le décalage horaire ne le permet peut-être pas. Est-ce que Pierre Brun est là? Non, OK. Donc, on passe à Luc Côté. Luc, est-ce que Luc est parmi nous? non. Il ne semble pas. Myriam Cohen. Myriam, merci de t'identifier, s'il vous plaît, d'ouvrir ton micro. Myriam n'est pas là non plus. Non. Bon, Delia Christea. Voilà. Bien là. Je vous atteste que je suis bien là. Hein? Juliana Fox. Bonjour tout le monde. Bonjour, Juliana. Lisa Audry, qui aussi est absente aujourd'hui. Lise Tremblay. Bonjour tout le monde. Bonjour Lise. Alexandra Schwartz. Est-ce qu'Alexandra est avec nous? Non plus. D'accord. Donc, en l'absence de d'autres candidatures, en présence des candidats qui se sont présentés à vous et pour ceux qui ont soumis leur candidature mais qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, nous déclarons élus par acclamation les administrateurs, les 9 candidatures aux 9 postes qui sont disponibles sur notre CA. Je tiens à souligner que c'est un engagement continu. Tous les membres, toutes les candidatures étaient des gens qui étaient présents dans notre conseil d'administration et je les remercie chaudement et chaleureusement de poursuivre leur engagement avec nous pour un autre cycle, pour une autre année. Je vous remercie beaucoup. Délia, je crois que je te passe la parole maintenant pour clore cette étape de la GA. Oui, c'est l'étape plus formelle de la GA, les amis. Puis vu qu'il n'y a pas de commentaires ou des questions, euh, on va passer à l'étape qui est plus intéressante du jour. C'est très important en effet, état financier puis tout ça, c'est très, très important. Mais moi, je suis très, très excitée puis très d'entendre le rapport de la direction générale, de passer à
aux discussions avec les équipes du terrain aussi, parce que c'est là le cœur de notre organisation, puis c'est bien d'entendre ce qu'ils font, puis c'est bien d'entendre ce que votre équipe, puis notre équipe, notre organisation a fait depuis un an. Vous seriez très, très heureux, je pense. Donc, merci à tous. Puis pour avoir resté avec nous. Puis j'ai repassé la parole à Véronique pour la présentation du rapport annuel. Merci, Délia. Oui, en effet, c'est vraiment la présentation qui est vraiment qui nous permet d'aller au cœur de ce qu'on fait puis de vous présenter là, nos réalisations de l'année 2023-2024. Vraiment, pendant cette année-là, on peut vraiment être fier des résultats qu'on a accomplis dans les 22 et quelques projets de coopération que l'on mène avec un budget, si vous avez vu les états financiers, un budget de 18 millions avec vraiment aussi là, une bonne réalisation au niveau financier et au niveau des résultats pour les personnes qu'on cible plus précisément dans nos projets. Ça, c'est grâce au travail de 150 personnes de notre équipe, des employés, des coopérants volontaires, des stagiaires. C'est grâce à des activités dans 19 pays. C'est grâce au travail des équipes dans les terrains où on a des bureaux. Je les nomme parce que c'est important. La Colombie, Haïti, Honduras, Salvador, Guatemala, Mali, que j'en oublie un. Il me semble il y en aurait 7. Mais avec le travail aussi des gens dans nos équipes au siège social. Je ne m'étendrai pas sur les résultats puisque j'ai joint l'organisation à la toute fin de cette année financière-là. Je suis très fière de ce qui a été réalisé en 2023-2024 dans l'organisation, mais ce n'est pas mon fait. Alors, je vais laisser parler ceux et celles qui ont été les acteurs, les moteurs de ces réalisations-là et les inviter à nous présenter des réalisations et vous donner une idée là, de comment sur le terrain, dans les pays où on opère, on a pu faire une différence dans la vie des gens. Je vais commencer par passer la parole à Caleb Lefebvre, qui est un juriste en litige stratégique en Haïti. Il va nous parler là, des recours en habeas corpus qu'on a mis de l'avant dans le cadre d'un projet financé par Affaires mondiales Canada et aussi de la formation sur les droits sexuels et reproductifs. Donc, Caleb, je te passe la parole. Je te remercie beaucoup de venir parler de ce qu'on fait en Haïti dans un contexte pas toujours facile, qui demande beaucoup de courage pour des acteurs en matière de justice et de droits humains. Je te remercie. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Véronique. C'est un plaisir de partager avec vous les résultats obtenus au cours de la période comprise entre avril 2023 et mars 2024 en Haïti. Comme vous l'avez dit, les défis à relever ont été nombreux au cours de cette période. L'appareil judiciaire a été dysfonctionnel en raison de diverses grèves du personnel judiciaire. Il faut noter également la violence des gangs armés qui contrôlent plusieurs communes des routes nationales et cela a affecté le fonctionnement des institutions dans le pays. Mais malgré ce contexte difficile, le Bureau d'avocats sans frontières Canada en Haïti et ses partenaires continuent à développer des stratégies afin de poursuivre la mise en œuvre des projets et mettre fin aux violations des droits des personnes en situation de vulnérabilité. Au cours de cette année, nous avons réalisé 5 ateliers de vulgarisation du guide pratique sur le recours en habeas corpus à travers 5 juridictions du pays et 175 acteurs et actrices judiciaires, dont 34 femmes, ont pris part à ces ateliers. Il faut dire que l'habeas corpus est un recours célèbre et simple prévu par la Constitution qui permet de statuer sur le caractère abusif ou illégal d'une arrestation ou d'une détention et d'y mettre fin. Ces ateliers ont permis de renforcer les capacités de ces acteurs et de favoriser ainsi une meilleure application des instruments juridiques internationaux et nationaux. D'ailleurs, nous avons constaté une nette amélioration des comportements de ces acteurs et un changement de pratique judiciaire. Le recours en habeas corpus collectif devient une pratique de plus en plus acceptée. Au cours de cette année, 229 personnes en détention provisoire abusive, dont 14 femmes, ont pu être libérées
Et de ce nombre, 51 personnes ont été libérées grâce à des recours en habeas corpus. Et pour nous, c'est un résultat plutôt satisfaisant. Parallèlement, une soixantaine d'organisations de la société civile peuvent désormais identifier les lacunes du cadre législatif haïtien par rapport aux standards internationaux et mener des actions plaidoyées en la matière, notamment grâce à des formations sur une analyse juridique de la législation haïtienne relative à l'autonomie sexuelle et reproductive. À titre d'exemple, à Jacmel, dans le sud-est du pays, le réseau des femmes organisées anime dorénavant une émission radiophonique tous les vendredis soirs autour de la sexualité des femmes. Ils abordent des sujets tabous et sensibilisent la population à l'égard des droits que doivent jouir les filles et les femmes. À la suite de cette formation réalisée un peu partout dans le pays, dans le sud-est et à Port-au-Prince, le réseau sud-est de défense des droits humains mène des séances de sensibilisation au sein des communautés religieuses qui sont connues pour être très conservatrices. Le réseau témoigne que ce travail est bénéfique et permet aux communautés de prendre conscience de certaines mauvaises pratiques et de leurs responsabilités en matière de protection des droits sexuels et reproductifs des filles et des femmes. En dépit des défis que nous rencontrons, ASF Canada, Haïti et ses partenaires continueront à développer des stratégies pour aboutir à une meilleure protection des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité. Et nous espérons obtenir encore de meilleurs résultats l'année prochaine. Merci. Merci, Caleb. C'est vraiment important. C'est pour ceux et celles qui connaissent ou qui ont déjà travaillé dans les pays où on opère, le recours à l'habeas corpus euh, dans les situations de détention illégale, c'est vraiment quelque chose qui fait une différence quand on arrive à sortir quelqu'un d'une détention illégale dans les conditions existantes dans les prisons. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et je salue vraiment le travail qui a été fait là, sur cette question-là et aussi sur les droits sexuels et reproductifs en Haïti dans un contexte très volatile et très complexe. Merci beaucoup. Je vais changer de une petite minute. Bon, voilà. Entonces, Entonces, vamos a... Alors, maintenant, nous allons passer au Salvador, où Sofia Villalta, donc agente de programme, va nous parler des résultats en matière de lutte contre la violence de genre et les réussites en fait pour les personnes. Alors, Sofia, à toi. Merci beaucoup, Véronique. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Sofia Villalta, agente de projet au NIDAS pour améliorer en fait l'accès à la justice pour les victimes de violences. Donc, c'est un projet qui est développé depuis avril 2022 et qui fait face à un contexte de régime d'exception. Donc, depuis 2022, il n'a cessé d'être renouvelé, ce qui a limité en fait certaines garanties constitutionnelles et qui en fait a débouché sur les violences et le non-respect des droits de la personne. Donc la violence en fait comme la discrimination, la violence sexuelle, etc. est toujours une préoccupation et ça limite aussi les informations. Mais malgré toute cette conjoncture, eh bien les travaux menés à bien dans le cadre de son projet visaient à améliorer l'accès à la justice et à sensibiliser la population. Donc, on a pu justement obtenir un programme de formation en matière de droits de la personne et de lutte contre la violence fondée sur le genre. Donc, dans le cadre de ce projet de collaboration et de diffusion des connaissances, l'année dernière, ce programme a pu réussir à rejoindre 333 représentants d'organisations de la société civile, acteurs du système de justice, grâce à 7 formations différentes ou ateliers qui ont été offerts, notamment de façon volontaire. Et nous avons alors abordé des thèmes comme la violence conjugale, le consentement, les stéréotypes de genre, etc.
Et nous avons mis l'accent aussi sur les systèmes internationaux des droits de la personne à partir des normes qui peuvent s'appliquer dans le pays. Donc ça a permis en fait de développer un type de spécialisation en matière de défense des droits des femmes, de la diversité sexuelle et bien évidemment de lutte contre la violence fondée sur le genre. Un autre objectif à exécuter, c'est le litige stratégique qui a permis de représenter 38 cas impliquant 53 victimes de violences. Certaines avaient été condamnées, certaines avaient obtenu réparation. Donc, en outre, eh bien, nous avons accompagné les personnes et mis sur pied des mécanismes de protection qui ont permis à 618 victimes directes et indirectes de bénéficier d'un accompagnement psychosocial grâce à des organisations sociales associées, partenaires. Donc, nous avons aussi un cas de litige stratégique représenté par deux de nos principaux partenaires, Osvaldo Fusier et Impératrice Flores. Donc, là, c'est un sacerdote qui a été accusé de viol aggravé contre une adolescente de 15 ans au moment des faits. Bon, c'est un leader religieux dans un contexte qui est surtout conservateur et qui donc est très influencé. Alors, malgré cela, eh bien, on a reconnu que cette décision est un grand progrès. Finalement, j'aimerais aussi parler de la grande collaboration de nos partenaires et le courage des victimes qui ont osé dénoncer les choses et qui ont changé justement le silence, la honte, en fait. Et malgré l'âge de ces personnes, et grâce au projet, nous avons pu continuer à travailler afin d'améliorer l'accès à une justice qui soit intègre pour lutter contre toutes ces violations et tous ces viols. Merci bien. Merci beaucoup, Sophia. Vraiment, c'est très intéressant. Puis je tiens à souligner que justement, grâce au bon travail des collègues sur le terrain, on a obtenu une prolongation, une extension du projet. Donc, on va pouvoir continuer de soutenir avec force là, les victimes et notre équipe dans son travail et les organisations locales dans leur travail au Salvador. Je passe maintenant la parole à notre directrice terrain au Guatemala, Claudia Lopez, qui va nous parler de ce qu'on a réussi à faire en matière de protection de défenseurs des droits humains au Guatemala. Merci beaucoup, Claudia, de nous faire part des résultats probants que vous avez obtenus. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Et je veux commencer par le contexte. Le contexte politique au Guatemala demeure bien sûr tendu cette année, malgré l'entrée au pouvoir d'un nouveau gouvernement progressiste. Les institutions du système de justice sont toujours au service de groupes corrompus et sont aussi utilisées pour criminaliser les défenseurs de droits humains. Les acteurs et actrices de la justice qui ont lutté contre la corruption au cours des dernières années et qui nous ont rendus fiers avec leurs décisions judiciaires emblématiques dans le passé sont particulièrement affectés. Plusieurs ont d'ailleurs préféré l'exil face au risque de poursuites infondées. Les femmes défenseurs ont été affectées de façon particulière par la criminalisation. En raison de leurs convictions, elles préfèrent généralement rester au pays et affronter un procès plutôt que de partir en exil. Les sanctions dans leur dossier sont bien souvent exemplaires afin de dissuader les autres procureurs ou acteurs de la justice de lutter contre la corruption ou autres violations de droits humains. Par ailleurs, elles souffrent de discrimination de genre durant les audiences et dans les réseaux sociaux, ce qui n'est généralement pas le cas des hommes défenseurs. Notre bureau au Guatemala met en œuvre un programme de protection qui vise à offrir des services de représentation juridique, protection et appui psychologique à des défenseurs.
Notre travail a été particulièrement difficile cette année dans ce contexte défavorable. Les avocats qui nous appuient pour représenter les défenseurs des droits humains ont eux-mêmes fait l'objet de poursuites infondées. Certains ont été emprisonnés, d'autres ont dû prendre l'exil pour préserver leur liberté. En plus des services que nos programmes offrent aux défenseurs criminalisés, ASF Canada réalise un important travail de plaidoyer conjointement avec d'autres organisations internationales auprès des différentes instances de l'OEA et des Nations Unies pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les violations de droits humains commises contre les défenseurs de droits humains au Guatemala. C'est grâce à notre travail de plaidoyer que des sanctions ont été décrétées à l'encontre de fonctionnaires corrompus. Des déclarations des pays tiers ou d'instances internationales ont été émises et des délégations de diplomates ont accompagné les audiences importantes de criminalisation que nous appuyons. Malgré ce contexte défavorable devant les tribunaux, des victoires juridiques ont été obtenues dans certains dossiers. Par exemple, un acquittement a été obtenu dans le dossier de Samari Gomez, une ancienne procureure anticorruption, accusée d'avoir révélé de l'information confidentielle dans le cadre de ses fonctions. Cette dernière a été libérée le 14 juin 2023 après près de 8 mois de détention préventive dans une prison de sécurité maximale, ayant une petite fille de 3 ans et quelques. Des mises en liberté sous caution ont été obtenues dans 4 dossiers d'anciens procureurs anticorruption appuyés dans le cadre de nos projets, comme Alice Moran, Paola Escobar, Virginia La Parra et bien sûr Claudia González. À l'échelon international, des victoires ont aussi été obtenues. Le 3 avril 2023, grâce au travail d'ASFC Canada et des partenaires, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a déclaré la détention de Virginia La Parra, ancienne procureure anticorruption, d'arbitraire en violation des normes internationales et a recommandé à l'État de Guatemala de la libérer immédiatement. Il s'agissait d'une des premières décisions du comité concernant le Guatemala et la première qui se prononçait sur le contexte de criminalisation des acteurs de la justice impliqués dans la lutte contre la corruption durant la présence de la CICIG au Guatemala. En somme, nous sommes très fiers de la contribution d'ASFC au pays, au Guatemala. Merci. Claudia, muchas gracias. Puedes estar Merci orgullosa. beaucoup, Claudia. Vous pouvez vraiment être très fière, effectivement, du travail accompli avec votre équipe et des résultats obtenus. Ta présentation, justement, a bien illustré les différents niveaux où nous opérons à l'échelle nationale, mais aussi internationale et locale. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Marcela Riaño, notre collègue de Colombie, afin qu'elle nous parle des progrès en faveur de la paix en Colombie. Merci beaucoup, Marcela Riaño. Merci, bonjour à tout le monde. Donc, alors, dans le cadre de la Colombie, au cours de l'année 2023-2024, nous avons eu plusieurs périodes de violence dans différentes régions du pays. Donc, ça a provoqué une augmentation de la sécurité dans certaines régions du pays. En outre, l'arrivée d'un nouveau gouvernement a été marquée par l'introduction de différentes réformes publiques à la santé, à la retraite, la fiscalité, etc.
Il importe également de signaler l'ouverture du macro-cas sur les violences fondées sur le genre, y compris la violence sexuelle de la part de la juridiction spéciale pour la paix. Finalement, j'aimerais également souligner le lancement d'un nouveau projet intitulé Justice, genre et construction de la paix, qui a permis à ASF Canada de poursuivre son travail important en vue de renforcer la participation des victimes du conflit armé aux mécanismes de justice transitionnelle. Alors, pour ce qui est des résultats, les plus importants, eh bien, dans le cadre du projet Justice, genre et construction de la paix, nous avons contribué de manière significative au renforcement des capacités de la juridiction spéciale pour la paix, l'organe juridique chargé de juger et de sanctionner les personnes responsables des crimes commis pendant le conflit armé. Le travail d'analyse et de systématisation de l'information des jeunes a permis d'identifier plus de 350 suspects et d'établir le mode opérationnel des 10 structures criminelles. Autre point à souligner, c'est que 63 adolescents et jeunes ont participé à la construction de la paix en Colombie. Donc, ensuite, ils ont participé à des ateliers de sensibilisation sur les conséquences du conflit armé sur les droits de la personne organisés par notre association Génération 5. Merci beaucoup. Angela, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de voir aussi tous les efforts faits là, en matière de construction de la paix. Puis je souligne ici le fait que dans nos projets, on favorise beaucoup aussi la relève générationnelle. Le fait là, que le dernier point que Marcella a mentionné sur l'engagement des jeunes dans la construction de la paix, puis de favoriser leur appropriation ou leur participation dans ce processus-là est fort important, puis existe dans la plupart de nos projets aussi. On va rester en Amérique latine. Je vais passer la parole à Diana Zambrano, qui est responsable du projet Finitrata, qui va nous donner un aperçu des résultats qu'on a obtenus dans un projet régional sur la traite des personnes. Je tiens à mentionner qu'il y a justement cette semaine en cours une conférence qui est à notre initiative, qui a cours en Colombie sur cette question-là de traite des personnes sur lesquelles on travaille. Diana, à toi la parole. Bonjour à tous et tous. Merci beaucoup de me recevoir ce matin. Effectivement, je vous salue depuis la Colombie. Ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats les plus importants obtenus pendant la première année du projet Fintrata. Le projet est mis en œuvre au Guatemala, en Honduras, en Colombie et au Salvador et vise justement à lutter contre l'impunité des crimes liés à la traite des personnes. Au cours de cette période, ACFC a appuyé un total de 31 cas de traite des personnes par le biais des OCC partenaires, ainsi que 47 victimes de traite des personnes et d'autres crimes connexes ont reçu des services d'aide juridique et d'assistance judiciaire de qualité au Honduras, au Guatemala et en Colombie. Dans le cadre justement de cet appui, on aimerait vous partager qu'une opération policière a permis l'arrestation de 3 trafiquants et ainsi une des victimes obtient une assistance juridique et psychosociale et sa sécurité a été garantie grâce au travail conjoint de l'organisation partenaire Casa Alianza Honduras, du ministère public et la direction d'enquête de la police. Nous continuerons ce travail essentiel dans la lutte contre la traite des personnes en Colombie, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Merci beaucoup. Diana, merci beaucoup pour ce compte-rendu très succinct et précis de ce qu'on fait dans ce projet-là. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, il y a des informations additionnelles aussi sur notre site. Mais c'est un projet dont on est très fiers. Puis on aime aussi la dimension régionale de ce projet-là parce que plusieurs des problèmes des défis auxquels on s'attarde ont une dimension transnationale et puis ça, c'est le reflet de ça, là, d'avoir un projet qui permet de toucher à ces dimensions sur une dimension plus large que la dimension nationale, tout en aidant puis en partant toujours là, des victimes et de leurs besoins. Je vais passer maintenant la parole à Lucas, qui est notre directeur terrain au Honduras et qui va nous parler de sa programmation et des résultats de sa programmation au Honduras.
où on a un projet actif depuis plusieurs années, des projets actifs depuis plusieurs années. Lucas, à toi la parole. Bonjour Véronique, saludos a tous et tous. Es un placer de estar con ustedes el Je suis día très de heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous saluer. Donc, je suis Lucas Valderas Martos. Nous travaillons donc avec ASFC Canada en Honduras. Donc, le bureau du pays poursuit ses activités malgré la situation politique volatile, complexe. D'ailleurs, le gouvernement a perdu une grande partie du contrôle du Congrès, ce qui, en fait, rend la situation encore plus difficile et ça empêche, en fait, le lancement de grandes initiatives et de réformes à l'échelle nationale. Donc, des processus en fait auxquels ASFC Canada collaborait. Et cela dit, malgré tout, nous avons pu obtenir différents progrès, notamment en ce qui a trait à la protection des droits de la femme. Donc, mais il y a toujours d'importants défis dans la régénération démocratique de l'État, la garantie de la sécurité démocratique et accès sur les droits de la personne et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, nous avons continué à mener à bien différentes activités judiciaires qui nous ont permis non seulement en fait de trouver des solutions, notamment pour aider les personnes, mais grâce à des légitimes, nous avons pu encourager la jurisprudence et l'adoption de normes en matière de défense des droits de la personne. En particulier, j'aimerais parler du cas Parhuiles, en fait, c'était un élément négatif, donc ça visait plus de 2000 personnes dans une communauté. Et grâce à la décision, eh bien, on a paralysé en fait la construction d'une entreprise, en fait, d'un barrage et finalement, eh bien, la dignité des communautés a été respectée. J'aimerais aussi souligner la flexibilité et la versatilité des structures de travail qui ont permis d'aider en fait au cours des 7 dernières années, et plus particulièrement grâce au cabinet d'avocats qui prouvent leur capacité à répondre aux besoins en matière de droits de la personne. J'aimerais justement vous parler d'une action, en fait, une demande face à l'OEA qui a permis en fait d'obtenir, de permettre d'aider en fait 110 personnes qui vivaient avec une sclérose en plaques, qui n'avaient plus accès au traitement compte tenu du manque de disponibilité de médicaments. Mais heureusement, eh bien, l'interposition d'une pétition en fait a permis d'aider ces personnes et ça prouve justement l'adaptabilité et la versatilité en fait de nos activités. Alors merci beaucoup de votre écoute et attention. Merci, Lucas. Oui, ça montre aussi comment on peut, à travers le litige stratégique, obtenir des résultats concrets puis des changements en faisant aussi un plaidoyer en utilisant les gains au niveau des tribunaux pour faire pression, pour obtenir des changements réels qui ont un effet direct sur le droit à la santé, droit à l'environnement là, des gens des pays dans lesquels on travaille. Merci, Lucas, pour le bon travail puis pour ce compte-rendu des résultats. On va maintenant se transporter sur le continent africain, plus précisément au Mali, où on a un projet qu'on opère depuis plusieurs années aussi, où notre coordonnateur de projet, Abdoulaye Doukour, nous parle de la formation d'une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices de la justice, puis des grandes avancées qu'on a connues aussi en matière de lutte contre la violence basée sur le genre. Merci, Abdoulaye. À toi la parole. Merci Véronique, merci à toutes et à tous. Donc oui, on a quelques informations à partager sur nos actions réalisées au Mali. Mais tout d'abord, comme vous le savez, c'est le projet d'appui à la justice et paix que nous mettons en œuvre actuellement, est marqué dans un contexte d'enjeux sécuritaires, politiques en même temps, qui sont vraiment complexes et qui influencent énormément la réalisation de certaines de nos activités.
En termes de défis, nous pouvons citer la dénonciation de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui était quand même un objectif affiché du projet JUPAX en termes d'appui. Donc, cette dénonciation a entraîné la reprise des hostilités entre les militaires gouvernementaux et les groupes armés, y compris les mouvements de rebelles internes. Donc, alors que depuis l'accord, cela n'était pas réalisé. Donc, ça, c'est quand même une limite et un défi majeur pour nous. Nous pouvons aussi dire en termes de défis contextuels la création de la Confédération de l'État de Sahel, qui a quand même quelques conséquences sur la vie, le quotidien des Maliens et de nos cibles particulièrement, parce que ça entraîne l'isolement du Mali à la communauté internationale, parce que par ce fait, le Mali s'est aussi retiré de la CEDEAO, donc, et puis avec la fin anticipée du mandat de la MINUSMA. Tous ces facteurs font que voilà, le contexte n'est pas facile à vivre, mais nous tenons quand même à réaliser certaines activités. Non moins le moindre, il y a aussi un autre défi, notamment surtout la collaboration entre le Mali et le gouvernement russe, avec le déploiement, par exemple, de Wagner, donc ce qui entraîne encore une autre couche de violation grave de droits de l'homme pour le contexte. En début de ces défis-là, nous arrivons à réaliser et à atteindre un certain nombre de nos objectifs en termes de résultats. D'abord, je pense que dans notre programme de relève générationnel que nous avions entamé depuis le début de l'intervention de la SFC au Mali, nous avons eu un nombre d'admis au concours de la magistrature le plus élevé. Et je pense qu'on s'en félicite et on félicite nos partenaires aussi pour cet appui. Sur une centaine de candidatures, 15 de nos jeunes ont pu passer au concours de la magistrature, dont 8 femmes. C'est la première fois que nous puissions atteindre ce genre d'objectif dont on est très fiers. D'ailleurs, on a documenté un parcours exceptionnel d'une jeune fille qui avait très moins de passer à ce concours-là, avec plusieurs facteurs d'intersectionnalité qu'on a pu documenter, mais qui a pu vraiment avoir ce concours-là dont on est extrêmement fiers. Euh, un autre résultat que nous avons choisi à vous partager, c'est quand même tout le travail que nous faisons au sein de communautés, comme pour répondre à notre théorie des changements. Tout ce que nous faisons, nous laissons, nous voulons un changement à long terme. Donc, les 575 acteurs et actrices de changement qui ont bénéficié de tout l'accompagnement, je dis tout l'accompagnement en termes d'outils, en termes de renforcement des capacités, en termes de stratégie de plaidoyer, ont pu, par le début et surtout courant cette année, commencer vraiment à mettre en œuvre leurs connaissances au profit des communautés. Donc, nous suivrons vraiment ce point de pérennisation cette année et les années à venir pour que d'ici la fin du projet, qu'ils puissent avoir une sorte d'autonomisation par ces acteurs et actrices qui sont identifiés dans toutes nos zones d'intervention. Ça, on est très fiers de ce résultat. Le dernier exemple en termes de résultats que nous avons choisi à vous présenter, c'est un cas de LS. En fait, on est intervenu au courant de l'année dans un dossier de violence sexuelle, mariage précoce d'une jeune fille. Par la suite de ce mariage, il y a eu un meurtre. Elle a été accusée de meurtre de son mari. Donc, elle avait écopé plus de presque 20 ans de prison parce que c'est quand même une peine criminelle au Mali. Mais avec notre appui en appel, la dame a pu avoir des circonstances atténuantes qui a fait qu'elle a été écroulée à 3 ans de prison. D'ailleurs, elle doit finir sa peine les mois à venir et nous y travaillons pour sa réintégration dans la société. C'est un cas quand même dont on est extrêmement fier et puis ça crée une jurisprudence en matière de circonstances atténuantes en matière criminelle surtout parce qu'ici c'est précédé par une violence sexuelle, notamment mariage précoce et d'autres types de violences sexuelles. Voilà, je pense que c'est ces 3 résultats que nous avions choisis parmi plusieurs d'autres résultats à partager avec vous. Je vous remercie. Abdoulaye, merci beaucoup. C'est vraiment, oui, effectivement, on peut être fier des résultats, on peut être fier des résultats obtenus au Mali.
sur toutes ces questions-là de genre qui sont aussi très préoccupantes et qui demandent une attention et vraiment un espace, puis des efforts pour vraiment soutenir le droit des femmes dans le contexte malien. Je rappelle le contexte, j'ai eu la chance de travailler au Mali et en Haïti pendant plusieurs années, ce qui ne me rajeunit pas à partir des années mi-90. Et je peux voir à quel point l'espace dans ces deux pays-là se restreint, notamment au Mali, tout l'espace, la réduction de l'espace des libertés civiles et politiques est vraiment très préoccupante. Et aussi toute l'influence de la Russie qui est un acteur à la fois militaire, un acteur qui est présent avec des campagnes médias qui visent à discréditer le travail fait par différents acteurs donateurs et dans des projets comme les nôtres. Et donc, ça vient vraiment rendre de plus en plus complexe les interventions, mais d'où, encore une fois, l'importance de souligner les résultats obtenus dans des contextes qui sont difficiles et parfois contraignants. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Abdoulaye pour ce compte-rendu. Je passe maintenant la parole à Élise Desjardins, qui est notre directrice programme, qui va nous parler des projets, d'autres projets en Afrique et aussi du projet Ukraine. Merci, Élise. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par vous parler de quelques résultats qu'on a obtenus dans le projet Pluriel. Donc, le projet Pluriel, c'est un projet qu'on met en œuvre avec deux autres organisations, en consortium avec deux autres organisations de Québec, donc Socodevi et Santé Monde, et qu'on met en œuvre au Bénin, au Burkina Faso et au Mali. Je vais aussi commencer par vous parler d'un résultat de notre programme de relève générationnelle, donc dans lequel on tente de faire émerger une nouvelle génération de jeunes défenseurs et défenseuses des droits humains. Donc, au cours de la dernière année, dans ces trois pays-là, il y a 71 jeunes juristes, dont 45 femmes, qui ont pu bénéficier de formation. Et parmi ces 71 personnes-là, il y en a 25 qui ont pu effectuer un stage de 6 mois auprès d'organisations de la société civile, de cabinets d'avocats ou d'institutions nationales. J'ai un exemple à vous partager, c'est celui de Raissa Tamini, qui est une jeune juriste burkinabé qui a effectué son stage au sein de l'organisation Femmes et Vie et qui a par la suite pu décrocher un poste au sein de l'association et qui poursuit aujourd'hui son engagement pour les droits humains en travaillant comme professionnelle dans cette organisation. Cette flamme s'est installée aussi chez les autres stagiaires qui ont tous et toutes souligné que le stage avait renforcé leur conviction et leur engagement envers la lutte contre les violences basées sur le genre. On a aussi obtenu des résultats intéressants en matière de plaidoyer. Donc, c'est un aspect qu'on travaille avec nos partenaires et qu'on va travailler à travers des formations, puis à travers aussi de l'accompagnement technique plus ciblé, personnalisé. Et le résultat est tout récent, là, qui relève de tout le travail d'accompagnement de la dernière année, mais le 2 septembre dernier, il y a 8 organisations de la société civile béninoise qui se sont mobilisées pour participer à la rédaction du rapport parallèle sur le Bénin devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Donc, ce rapport permet de fournir de l'information sur la manière dont le Bénin met en œuvre ses obligations issues de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et donc d'identifier les lacunes qui entravent la mise en œuvre des droits des femmes et des filles. En octobre prochain, donc dans les prochaines semaines, les 8 organisations participeront à 2 rencontres avec le comité afin de pouvoir attirer leur attention sur les enjeux qu'ils avaient ciblés dans le rapport et les recommandations aussi qui avaient été formulées. Ils ont notamment recommandé de former les magistrats et les magistrates sur les questions de violence basées sur le genre afin que les tribunaux de première instance puissent disposer de personnel spécialisé. Donc, je vais passer maintenant un peu en rafale vers d'autres résultats, d'autres interventions, des plus petites interventions, mais non moins importantes pour ASFC et pour le travail qu'on réalise. Donc, d'abord,
Au cours de l'année, on a aussi démarré une première intervention au Sénégal. Donc, c'est à travers un projet qui vise l'autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes au Sénégal. Donc, c'est un projet qui est mis en œuvre sous le leadership de Développement international Desjardins, DID. Le projet est encore à ses tout débuts, mais donc on n'a pas encore de résultats notoires à vous partager, mais nous avons déjà pu déployer une première coopérante volontaire qui travaille en appui à un partenaire qui s'appelle l'Association des juristes sénégalaises et qui, afin de pouvoir concevoir et mettre en œuvre des activités de sensibilisation et de formation sur les droits socio-économiques des femmes auprès de groupes de femmes et de personnel d'institutions financières. On a aussi une petite intervention, je dis petite, mais c'est pas pour en réduire l'importance, en République démocratique du Congo. Donc, on contribue également au le projet qui s'appelle Tumaini, qui est mis en œuvre par la Fondation Panzi et l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal. La contribution d'ASFC dans ce projet a permis déjà à des avocats et des membres de la société civile de mieux défendre la santé et les droits sexuels et reproductifs des personnes de leur communauté, notamment grâce à une approche de formation de formateurs. Il y a désormais un groupe de formateurs et de formatrices qui peuvent offrir la formation à leurs pairs pour multiplier l'impact dans la société congolaise et ainsi lutter contre les violences sexuelles qui sont malheureusement souvent utilisées comme armes de guerre dans ce pays, mais aussi dans bien d'autres contextes. Et finalement, au cours de l'année, nous avons également conclu notre projet qui était financé par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec en Ukraine. Donc, c'est à travers ce projet-là que nous avons pu soutenir le travail de l'association d'avocates ukrainiennes Jurfem et qui a permis à 140 personnes victimes de violences psychologiques, physiques et sexuelles de recevoir de l'aide juridique grâce à une ligne d'aide téléphonique et à 10 victimes de violences basées sur le genre commises dans le contexte du conflit armé de recevoir les services des avocates de Jurfem. Et parmi celles-ci, à la fin du projet, il y en avait 2 déjà qui avaient obtenu des décisions favorables. Donc, voilà pour la série des projets, des interventions en rafale. Merci beaucoup, Élise. Et je suis très contente de vous annoncer en direct qu'on vient d'avoir la bonne nouvelle pour un projet qu'on avait soumis en juin qui vient d'être accepté par Affaires mondiales Canada pour une prolongation, pour travailler de plus à fond, de manière approfondie au Sénégal et au Bénin. C'est un projet justement qui parle de l'espace civique, puis de la protection de l'espace civique, puis de la protection des organisations de la société civile défenseurs des droits humains. Donc, vraiment, on vient d'avoir ça à l'instant. C'est une très bonne nouvelle. C'est un projet de 2,7 millions. On est très contents. Merci à Affaires mondiales Canada de continuer de nous soutenir. Puis, on est content de pouvoir étendre notre travail au Sénégal et au Bénin. Le timing est bien pour en faire l'annonce. Merci à toute l'équipe qui a participé à l'élaboration de cette proposition-là. Donc, je vous invite maintenant à poser des questions. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. Ça met fin à notre présentation sur la programmation, mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir ou approfondir. Vraiment, merci de mettre vos questions dans le chat ou de lever la main. Moi, je ne vois pas de main levée, mais je n'ai pas la galerie devant moi. Je ne sais pas si... Attendez une minute. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions ni dans le chat, ni dans la galerie. Je ne vois pas de main levée. Donc, je vais donc clore l'Assemblée. Je vais vous dire un petit mot d'abord sur notre événement bénéfice. Le 17 octobre prochain, à Québec, nous aurons un événement bénéfice. C'est notre levée de fonds annuelle sur le thème du climat et des migrations. Ça, c'est 2 thèmes d'ailleurs que l'on veut approfondir au cours des prochaines années. Toute la question de la justice climatique qui est vraiment importante. Notamment pour que
pour que dans la lutte au changement climatique, l'adaptation et la réparation des pertes et dommages, on prenne une attention particulière à toute la notion d'inclusion et de droits humains. On pense aussi qu'il y a un lien intéressant à faire entre la réparation en matière de justice transitionnelle et comment elle pourrait être transposée dans un contexte de perte et dommages. C'est quelque chose qu'on veut explorer plus à fond dans les prochaines années. Tout le volet migration aussi, on travaille déjà sur la traite des personnes, mais le contexte de la migration, on sait que les migrations exacerbent vraiment les vulnérabilités. Donc, comment on pourrait travailler plus amplement sur ce thème-là fait partie d'une réflexion à l'heure actuelle qu'on a à l'interne. Et raison pour laquelle on a choisi ces deux thèmes-là pour notre événement à bénéfice du 17 octobre. Vous trouverez les informations sur notre site concernant l'événement. C'est une formule cocktail, puis on aimerait vraiment votre participation. Joignez-vous à nous, ce serait vraiment important. Je vous remercie aussi à tout le monde qui ont participé et qui sont rendus disponibles aujourd'hui pour se joindre à notre Assemblée générale. Ça témoigne d'un soutien à notre organisation. On vous invite à rester près de nous, à venir vers nous si vous avez des questions, si vous avez envie de vous engager plus à fond, faites-nous signe, venez vers nous. C'est vraiment, c'est important pour nous. Un truc qui est ressorti aussi des présentations d'aujourd'hui, c'est qu'on est très fiers de ce qu'on fait, on a des bons résultats. On travaille parfois en leadership sur des projets, mais on travaille aussi en partenariat. Pour nous, les partenariats sont aussi très importants. On agit dans différents réseaux et tout ce lien avec ce que font les autres, quand on le fait en consortium ou encore en complémentarité, est vraiment important pour élever les résultats puis apporter un effet levier à ce qu'on fait. Parce évidemment, on peut faire beaucoup, mais on peut faire beaucoup plus quand on le fait vraiment avec d'autres et en complémentarité, d'où l'importance d'agir en partenariat et en coalition pour nous. Donc, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore notre Assemblée générale et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présents. Merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent financièrement et autrement. AMC, les autres bailleurs de fonds, la Suède, la Ford Foundation. Je ne nommerai pas tout le monde, mais vraiment, merci beaucoup. Merci à la communauté juridique aussi, à la communauté d'affaires de Québec qui nous apporte un très grand soutien. Merci à tous. Donc, je vous dis à la prochaine et restez près de nous. On a besoin de votre soutien puis on a besoin de votre collaboration. Merci à toute l'équipe pour les résultats de l'année dernière.